Alors, bonjour, chers abonnés, chers internautes et suiveurs de la grande chaîne de télé Marketing TV Monde. Donc, comme prévu à 16 h, donc, je devais être là pour faire une présentation sur la gestion du prix. Et c'est avec un plaisir que je suis là parce que je suis quelqu'un habitué à partager et j'ai remarqué qu'à travers la page, c'est une excellente innovation qui a été faite. Parce que si je vois la pointure des professeurs qui ont l'habitude de passer sur la chaîne, donc juste pour dire que c'est une opportunité qui est offerte aux professionnels, aux jeunes étudiants de pouvoir en savoir plus sur leur domaine. Et pour cela, il faudra bien évidemment remercier l'initiateur de la page, donc le propriétaire de la page, à savoir Live Ambassadeur. Donc pour le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si tel est le cas, faites-moi un signe par un message, comme ça je saurai que tout passe bien. Ok, régisseur, je pense que... Voilà. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, on m'a invité pour parler, pour moi, de la variable la plus importante en marketing. Donc, si je dis la variable la plus importante, c'est que c'est une variable transversale. Parce qu'on nous a demandé de parler du prix. Pourquoi je dis que c'est une variable transversale? Déjà, lorsqu'on parle de prix, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il sait que dans la notion du prix, il y a un élément essentiel qui est là, c'est le coût. Et lorsqu'on parle de coût, on interpelle l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Parce qu'en raisonnant en termes de coût, on va tenir compte des coûts liés à la main-d'œuvre, des coûts liés à la fonction logistique, des coûts liés à la fonction marketing. Donc c'est tout un ensemble de coûts qu'il faudra gérer. Raison pour laquelle je dis, puisque le prix est une variable qui dépend du coût, le prix est une variable clé. Parce que c'est la principale résultante de l'ensemble des stratégies, de la stratégie globale de l'entreprise. Et on le verra. Parce que dans le choix du prix, on va revenir sur un élément essentiel qui est le coût complet. Et le coût de revient global, c'est un coût qui va engager toutes les décisions qui sont prises dans les différentes fonctions de l'entreprise. Donc déjà, rappeler de manière sémantique que la notion de prix est une notion transversale. Lorsqu'on en parle en marketing, on utilise le terme prix. Mais pour d'autres disciplines, par exemple, je prends l'exemple de la finance, beaucoup d'étudiants parfois ne savent pas qu'en parlant du taux de change, on est en train de parler d'un prix. C'est juste le prix de conversion d'une monnaie par rapport à une autre. En parlant du salaire, on est en train de parler de prix. Parce que lorsqu'on est sur le marché du travail, il y a une rencontre entre l'offre et la demande. Et cette rencontre entre l'offre et la demande de travail qui va déterminer le salaire. Donc le salaire est un prix. Lorsque vous allez à la banque et vous faites un prêt et qu'on vous applique un taux d'intérêt, le taux d'intérêt qu'on vous applique est un prix. On l'appelle le prix du loyer de l'argent. Donc lorsqu'on parle de prix, il faudrait avoir, c'est-à-dire sur le plan sémantique, il faudrait considérer ça comme une notion globale qui interpelle pratiquement toutes les dimensions de l'entreprise. Maintenant, pour en revenir au thème proprement dit, le prix c'est quoi en réalité pour nous mercaticiens? Dans la définition du prix, on dit de manière très simple que le prix c'est l'expression monétaire de la valeur d'un bien ou d'un service. Ça c'est la définition basique. Mais ce qui intéresse le plus dans la définition, pour moi, c'est la notion de valeur. La valeur, elle représente quoi pour le client? Elle représente quoi pour nous? Est-ce que forcément, c'est la valeur que nous délivrons que le client perçoit? C'est quoi la valeur, au vrai sens du terme? Donc, nous, en marketing, lorsqu'on analyse la valeur, et c'est ça qui fait la beauté pour moi de notre discipline, c'est que nous, la valeur, on l'analyse sous deux angles. Si vous allez chez le comptable, lui, il est plus dans la valeur subjective parce qu'il parle de coût. À chaque fois qu'il fait ses analyses, il porte l'analyse sur les coûts. Mais nous, en marketing, on travaille sur une valeur essentielle qui est la valeur subjective. Donc, juste pour dire que la valeur, elle a deux dimensions. Elle peut être objective, elle peut être subjective. Et ce qui fait la beauté de notre matière, c'est que nous travaillons plus avec la valeur subjective. C'est quoi la valeur subjective? C'est une valeur qu'on ne peut pas apprécier à travers le coût. Parce que c'est lié à des variables totalement irrationnelles. Je prends un exemple. Imaginez un maillot de Zidane, par exemple, qui, sans autographe, coûte 100 €, comparé à un autre maillot de Zidane, on a mis une petite signature qui fait passer le maillot de 100 € à 1000 €. Quelqu'un qui achète le maillot à 1000 €, il sait qu'il vient d'acheter une valeur, mais cette valeur, elle n'est pas subjective, parce que la signature ne peut pas faire passer la valeur de 100 à 1000. Donc, juste pour rappeler que nous, ce qui fait la beauté de notre matière, c'est cette valeur subjective sur laquelle on travaille tant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait dire concernant cette valeur? La valeur subjective, elle est liée à la perception du client. Pourquoi je dis qu'elle est liée à la perception du client? C'est qu'en réalité, lorsque le client achète, il n'a aucune idée des coûts qu'on a supportés pour faire le produit. Il fait parler sa perception.
Et en des mots clairs en Wolof, lorsqu'il est en face du produit, il dira dans son esprit « Jaral Nama ». Je suis prêt à mettre, sans avoir une idée exacte des coûts qu'on a supportés. Maintenant, fort de ce constat, nous en marketing, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de voir quelle est la stratégie la plus appropriée pour jouer sur cette perception et lui délivrer encore beaucoup plus de valeur. Et c'est ça qui fait notre originalité. Parce qu'en général, jusqu'avec des comptables, je leur dis comment on fait pour fixer le prix. Mais eux, en général, ce qu'ils me disent, c'est qu'en réalité, qu'ils se basent sur le coût. Mais ils ne me parlent jamais de la valeur subjective. Un autre élément aussi qu'il faudrait analyser. Lorsqu'on parle du prix, pour moi, la première question à laquelle il faudrait répondre, et on aura le temps de revenir sur la notion de valeur perçue, c'est que dans le choix du prix, quelles sont les variables dont il faudrait prendre en compte. Lorsque vous fixez un prix, il y a plusieurs éléments qu'il faudrait analyser au préalable. Un élément essentiel, c'est la nature du produit. Parce que la nature du produit peut faire la valeur du produit. Imaginez, je vends des tracteurs. En plus du produit que je vends, je suis obligé d'offrir une formation. Donc, puisque c'est un produit global, avec ses attributs fonctionnels et des services associés à travers la formation, il est très normal que ce produit-là puisse avoir un certain prix. Par contre, il y a des produits que l'on vend sans services associés. Donc, la nature du produit est un élément important qu'il faut analyser dans la fixation du prix. Donc, tout dépend dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes et le produit que vous proposez à vos clients. Je prends l'exemple de MAC Cosmétiques qui vend des produits cosmétiques à des femmes et qui leur dit, en plus des produits cosmétiques que je vous vends, je vous donne une leçon de maquillage. Et c'est normal que ça puisse se refléter sur le prix. Donc, juste pour dire que la nature du produit est un élément essentiel. L'image de l'entreprise est essentielle. Et ça, on le comprend bien parce que nous qui avons fréquenté, pour la plupart étant jeunes, des boîtes de nuit, on se lamentait tous en disant pourquoi une bouteille de boisson à l'intérieur de la boîte, on nous vendait ça à 1000 francs, alors qu'en dehors, on pouvait acheter ça dans une boutique à 200 francs. Parce qu'on tenait compte de l'image de l'endroit où on était. Donc l'image de l'entreprise est un élément essentiel. Et là, on le comprend bien. Si vous regardez même les écoles de formation, vous verrez qu'il y a des différences de prix entre les offres de formation. Et ces différences de prix ne s'expliquent pas généralement objectivement parce que la qualité du corps professoral peut être à peu près la même dans toutes les écoles. Mais ce qui fait la différence, peut-être, c'est l'image que l'école a. Donc, je ne veux pas citer d'écoles, je prends juste des écoles, par exemple, qui ont des droits d'inscription ou des mensualités assez élevées. En général, les étudiants, ils s'attachent plus à cette valeur subjective que l'école leur délivre, plutôt que la valeur objective qui est constituée peut-être du cours qu'ils reçoivent. Donc l'école est placée aux Almadies, avec une infrastructure telle. Lorsque je suis à l'école, l'école me transfère son image, je suis fier de dire que j'appartiens à telle école, etc. Donc juste pour dire que la valeur subjective est un élément essentiel. Et le client même, il est conscient de lui lorsqu'en général, il décide d'acheter. Un autre élément essentiel, c'est la concurrence. Oui, on ne peut pas fixer un prix en ignorant la concurrence. Parce que ce qu'on cherche à faire en fixant un prix, on cherche à être compétitif. Parce que c'est ça qui va assurer notre pérennité. Et c'est là où il faut être attentif, c'est que le prix est un élément de la compétitivité, comme on devait le dire. Donc, juste pour dire que dans la fixation du prix, il y a un enjeu de compétitivité, et cet enjeu de compétitivité nous amène à analyser la concurrence. On verra plus tard comment cette analyse va se faire. Un autre élément qu'il faudrait analyser, c'est le coût. Et ça, c'est évident. Parce que pour fixer le prix, on tient compte du coût et de l'objectif de marge qu'on a. Donc, juste pour dire que le coût unitaire est un élément essentiel qu'il faut analyser. Un autre élément qu'on va essayer d'analyser, c'est peut-être la nature du marché. Est-ce que c'est un marché en maturation? Parce qu'on verra que le prix, aux différentes phases du cycle de vie, n'est pas fixé de la même manière. Pour un marché en phase de maturité, on n'optera pas pour une même stratégie de prix que pour un marché en phase de lancement ou en phase de déclin. Donc ça aussi, c'est un élément essentiel. La demande, c'est quoi? Pour le produit qu'on est censé vendre, quelle est la sensibilité du client par rapport au prix qu'on propose? Est-ce que le client est plus sensible à un prix bas ou à un prix élevé pour le produit qu'on vend? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut analyser. On verra plus tard que dans notre qualificatif, c'est ce qu'on appelle chez nous l'élasticité. Donc l'élasticité, retenez bien sûr, c'est juste un petit indicateur qu'on va utiliser pour analyser les réactions du client par rapport aux évolutions du prix. Et pour voir en réalité s'il est plus sensible à des prix bas ou à des prix élevés. Et ça nous permettra de voir pour un marché qu'on est censé pénétrer, quelle est la stratégie qu'on va aborder. Un autre élément essentiel dans l'analyse de la demande, c'est la perception. Et on verra que la perception est quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque le client fait parler sa perception, il fait parler ses organes de sens. Et je dis, Dieu fait bien les choses. Parce qu'à chaque fois que le client analyse un produit du point de vue des informations,
c'est ces organes de sens qui travaillent. Et généralement, c'est ces organes-là qui le trahissent. Et raison pour laquelle en marketing, on verra plus tard, puisqu'on va en parler, on va essayer de parler de quelques techniques qu'on utilise pour influencer cette perception qui passe par les organes de sens. Parce que ces organes de sens, forcément, ne donnent pas la même information ou ne font pas comprendre au client la même chose que nous voulons. Donc, juste pour dire que c'est des notions sur lesquelles on va revenir. Un autre élément essentiel, peut-être pour la demande, c'est le pouvoir d'achat. Et ça, c'est très normal. Lorsqu'on a fixé un prix, il faudrait qu'on tienne compte du pouvoir d'achat des ménages, dont, voilà, des clients qui sont sur le marché. Et juste pour dire que c'est très logique, parce que dans la démarche que j'avais présentée la dernière fois, on avait montré que dans la première étape, on analysait l'environnement. Et dans l'analyse de l'environnement, le profil socio-économique du client était déjà identifié. Donc, juste pour dire que mettre en place une stratégie de prix nécessite d'analyser un certain nombre de variables que je viens de présenter. Autre élément maintenant sur lequel il faut revenir. Si demain vous avez un projet et que vous devez fixer un prix, quelle est la démarche que vous devez adopter? Est-ce que vous devez le faire comme vous le sentez? Et c'est là où il faut faire attention. Je reviens juste sur un élément très simple. Si demain vous avez un projet, la première étape qu'il faut, avant que le prix puisse sortir, c'est qu'il vous faut un objectif. Je veux me lancer, je veux faire mon projet. Est-ce que je veux faire du haut de gamme? Est-ce que je veux faire du bas de gamme? Est-ce que je veux opérer pour un niveau de gamme moyen? Donc déjà, c'est une décision qui va s'imposer. Est-ce que je dois faire un restaurant haut de gamme? Est-ce que je dois faire un restaurant bas de gamme? Est-ce que je dois vendre des parfums haut de gamme? Est-ce que je dois vendre des parfums? Et c'est cette décision qui va impacter toute la démarche prix. Un autre objectif qu'il faut se fixer, si vous faites du haut de gamme, vous êtes conscient que vous n'allez pas vendre dès le départ beaucoup de produits. Mais là où vous allez essayer de gagner, c'est sur les marges importantes que vous allez faire, bien que les quantités vendues vont être très petites. Par contre, si vous décidez de dire « je vais faire du bas de gamme », vous êtes conscient que la marge unitaire que vous allez avoir sur le produit va être très faible. Mais ce qui va vous permettre de gagner de l'argent, c'est le volume des ventes que vous allez avoir. Donc, il faut dire que la première étape, c'est de dire « moi, voilà ce que je veux en termes d'image sur le marché ». Et forcément, si vous décidez de ça, ça va justifier le volume des ventes que vous pouvez faire sur le marché. Voilà un élément essentiel. Et vous allez voir que cette étape-là, elle est cruciale parce que même plus tard, dans le calcul du C de rentabilité, on le verra plus tard, l'objectif qu'on a en termes de volume va être déterminant. Parce que dans le calcul du C de rentabilité, le chiffre d'affaires prévisionnel va intervenir. Et forcément, dans le chiffre d'affaires prévisionnel, il y a l'objectif de volume qu'on a en termes de vente. Donc forcément, si le volume des ventes au préalable est fixé, ça va avoir une incidence sur le seuil de rentabilité qu'on aura. Maintenant, si vous avez décidé de l'objectif que vous avez, moi par exemple, je veux faire du haut de gamme, ou moi je veux faire du bas de gamme. Donc on est conscient des volumes qu'on va faire. La deuxième étape sera de dire, quels sont les coûts que ça va m'imposer? Tout le monde est conscient que si vous décidez de faire du haut de gamme, vos coûts seront énormes. Pour quelqu'un aussi qui a choisi de faire du bas de gamme, on sera conscient que le coût unitaire sera élevé. Maintenant, en analysant les coûts, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Raison pour laquelle je dis la variable prix, elle est transversale, parce que dans la notion de coût, on va écarter aucune dimension de l'entreprise. Toutes les dimensions de l'entreprise vont être inspectées, parce qu'il nous faut le coût unitaire global du produit. Donc, on ne laissera aucune fonction de côté. Un élément qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire. Donc, on appelle dans le jargon le coût moyen. C'est quoi le coût unitaire? De façon très simple, vous calculez le coût global et ce coût global même va être calculé sur la base du volume des ventes que vous êtes fixé. Si vous dites par exemple, je veux faire des biceps, je veux vendre chaque jour par exemple 5 bouteilles, 50 bouteilles, vous êtes conscient de l'objectif que vous allez avoir en termes sur l'année. Et cet objectif-là va vous imposer des charges variables. Parce que tout le monde sait que les charges variables se fixent à partir des volumes qu'on a, des volumes qu'on s'est fixés en termes de vente. Et un élément important aussi sur lequel il faut revenir, c'est que dans l'analyse des coûts, la première étape qu'il faudrait, c'est-à-dire séparer les coûts variables des coûts fixes. Et on verra l'importance de ça, parce qu'en réalité, dans le calcul du seuil de rentabilité, tant que les coûts ne sont pas séparés, il sera impossible de calculer la marge sur coût variable. Et quel est l'intérêt d'analyser la marge sur coût variable dans l'analyse des coûts? On le verra plus tard. C'est que le coût fixe, en contrôle de gestion, on n'a pas trop de moyens d'action sur le coût fixe. Un élément important sur lequel on peut agir, c'est le coût variable. Pourquoi le coût variable? Il y a des possibilités d'agir là-dessus. C'est qu'en réalité, la marge sur coût variable est un élément du résultat. Parce que lorsque vous posez le calcul du résultat, par exemple, dans
formule, on voit qu'il y a chiffre d'affaires, moins charge variable, moins charge fixe. Et puisqu'on n'a pas assez de moyens sur les charges fixes, on préfère travailler sur l'écart entre le chiffre d'affaires et les coûts variables. Et plus cet écart est maximal, plus le résultat sera maximal. Et raison pour laquelle, même pour ceux qui font la comptabilité, ils voient qu'il y a un chapitre consacré essentiellement à ça qu'on appelle l'analyse des coûts variables, qui est un élément important. Parce que c'est sur ça que le management va intervenir. Comment par exemple faire évoluer cette marge sur coûts variables? Je donne juste des idées comme ça. On peut changer de fournisseur, raison pour laquelle en marketing, la veille commerciale, elle est importante. Parce que si vous achetez un produit chez le fournisseur et que vous ne faites pas attention pour voir s'il n'y a pas sur le marché un autre fournisseur avec de meilleures qualités et de meilleurs prix, vous n'aurez aucune idée sur les efforts que vous pouvez faire pour améliorer vos coûts. La veille technologique, elle est importante aussi. Dans votre façon de produire, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle technologie qu'il faudrait qui vous permettrait de supporter un coût beaucoup plus faible? Un autre élément important aussi, c'est l'organisation du modèle productif. Est-ce que votre modèle d'organisation est parfait? Raison pour laquelle, à chaque fois, il faudrait le revoir pour voir s'il n'y a pas des métiers, des postes qui ont été créés de manière fictive, etc., pour voir comment y remédier. Un autre élément important de la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est là où on intervient en marketing, parce que la fonction vente, en réalité, c'est nous. Et ce sont les ventes que nous réussissons à faire qui vont impacter c'est-à-dire la marge sur coût variable. Le chiffre d'affaires va gonfler, plus cet écart-là peut être intéressant et apporter plus de résultats à l'entreprise. Et actuellement, en compta, tout le monde le voit, on parle même de coût cible, parce qu'on se dit que sur le marché, le prix est fixe, et ça c'est une nouvelle démarche. Donc les efforts qu'on doit faire, c'est dans la minimisation des coûts. Parce que le prix, il est connu d'avance. On n'a pas moyen d'action sur ça parce qu'on est en situation de concurrence. Maintenant, à partir de la marge qu'on veut faire, quel est le coût qu'il faudrait essayer de réaliser pour avoir la marge qu'on s'est fixée? Et on appelle ça la méthode des coûts cibles, qui est une démarche, est une méthode très intelligente, parce qu'avec cette méthode-là, que l'entreprise réussit à se faire ses marges, tout en respectant les situations du marché, en se fiant au prix du marché. Maintenant, si les coûts sont analysés en termes de coûts variables, de coûts fixes, on a notre seuil de rentabilité, on a tous les éléments. On va passer à l'analyse de la demande. Et dans l'analyse de la demande, un élément essentiel qu'on va analyser, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sensibilité de la demande au prix. Parce que c'est ça qui va déterminer la stratégie. Si vous vendez des produits de lessive, à supposer par exemple du Omo comme on a l'habitude de dire, est-ce que le ménage sénégalais est plus sensible à un prix bas ou à un prix élevé? On est conscient que beaucoup de ménages sénégalais sont plus sensibles à un prix bas. Et puisqu'on connaît la sensibilité des ménages par rapport à ce produit-là, on peut dire que pour ce produit-là, si on devait le vendre, il serait beaucoup plus intelligent de commencer par un prix bas. Donc tant que la sensibilité de la demande du client par rapport au prix n'est pas analysée, on n'a aucune idée de la stratégie qu'on va adopter. Un autre élément qu'on va analyser, la demande, et à travers la perception, on va aller chercher un prix que j'ai l'habitude de dire que les comptables ne connaissent pas, c'est juste pour les taquiner, c'est le prix psychologique. Et c'est ça qui est intéressant dans le marketing, c'est qu'on travaille avec une dimension irrationnelle. Le client, on le prend comme un être irrationnel, et c'est là où c'est passionnant. C'est quoi le prix psychologique? Donc c'est juste une petite enquête qu'on va faire, à travers laquelle on va aller rencontrer des clients pour leur dire, attention, le produit il est là. Pour le produit qu'on pourrait vous vendre ou qu'on vous propose, quel est le prix maximal que vous serez prêt à mettre ou à partir duquel vous vous direz ce produit-là, il est trop cher? C'est juste une façon d'encadrer sa perception. Et dès qu'il donne une idée de ses prix, on note. Donc c'est juste deux questions qu'on lui posera. Une autre question qu'on va lui poser, si on devait vous vendre ce produit-là, quel est le prix le plus bas que vous accepteriez et en dessous duquel vous considériez que le produit-là, il est de mauvaise qualité? Et en lui posant la question, on réussit à encadrer sa perception par le prix le plus élevé qu'il a proposé et par le prix le plus bas qu'il a proposé. Et lorsqu'on a ces prix pour un échantillon bien déterminé de clients potentiels et qu'on range ça dans un tableau, à partir des calculs de fréquence, on peut sortir c'est-à-dire le prix le plus accepté par le nombre d'acheteurs potentiels le plus élevé. Et c'est ce prix-là qu'on appelle le prix psychologique. Donc ça va se faire à partir des calculs de fréquence. Et ici, puisqu'on n'a pas la possibilité de faire des démonstrations dans la pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix psychologique, c'est le prix accepté psychologiquement par le nombre d'acheteurs potentiels le plus élevé. Maintenant, quel est l'intérêt de l'avoir? Et c'est là où je taquine encore les comptables en leur disant, il faut venir nous voir pour qu'on vous explique un certain nombre de choses. Un élément essentiel, c'est que le comptable, lorsqu'il a son coût, il pense direct à la marge. Et je taquine les comptables en leur disant, comment vous faites pour savoir que telle marge est la marge optimale qu'on peut faire, même si vous avez déjà analysé la concurrence? Et en général, je vois que dans la réponse qu'ils donnent, il y a des choses qui manquent. J'ai donné un exemple très simple, regardez.
Si vous achetez si vous êtes, par exemple, vous calculez le prix psychologique d'un produit, vous trouvez 100 francs. Donc ça suppose que beaucoup de Sénégalais sont prêts à mettre 100 francs pour le produit qu'on vend. Vous calculez votre coût et vous tombez sur 20, ou vous tombez sur 30. Entre le 100 qu'on a trouvé et le 30 qu'on a trouvé, on voit qu'il y a une marge de 70. Donc ça montre que de manière optimale, la marge qu'on peut faire est de 70. Qu'est-ce qui a permis d'obtenir cette marge optimale acceptée psychologiquement par le nombre de clients le plus élevé? C'est le calcul du prix psychologique. Donc si on n'avait pas le prix psychologique, on n'aurait aucune idée de la marge optimale qu'on peut se faire. Voilà l'intérêt de le calculer en marketing. Et toujours dans l'analyse de la demande, la sensibilité du client se fait par rapport à ce qu'on appelle un prix de référence. Chaque fois qu'un client vient sur le marché et qu'on lui propose un prix, il a l'habitude de dire, pour ce produit-là, pour le prix qu'on me propose, à peu près par rapport aux autres, est-ce que ce n'est pas trop élevé? Est-ce que ce n'est pas trop bas? Donc ce prix-là, il va l'étudier. Et s'il voit que le prix que vous lui proposez est très élevé par rapport au prix de référence, ça peut faire en sorte qu'il n'achète pas le produit. Et le prix de référence, c'est un élément à analyser lorsque vous analysez la sensibilité du prix par rapport à la demande. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Et l'effet d'ancrage permet de réduire aussi ce qu'on appelle l'évolution de la demande par rapport au prix. C'est quoi l'effet d'ancrage? Le client aussi, il a l'habitude de comparer le prix des nouveaux produits au prix des anciens. Raison pour laquelle, à chaque fois que vous sortez un nouveau produit et que vous avez un ancien produit, l'écart de prix qu'il y a entre le nouveau produit et l'ancien produit doit être justifié par des caractéristiques que le client peut comprendre. Sinon, il pensera qu'il se sent, il est en train d'être arnaqué. Donc cet effet d'ancrage aussi est important à analyser. Mais un élément essentiel reste, et c'est là où l'importance de l'innovation, c'est que lorsque vous proposez un produit, vous devez faire en sorte que ce produit-là, on ne puisse pas le comparer sur le marché à d'autres produits, de par son innovation. Et tant que c'est possible, il n'y aura pas de prix de référence. Parce que le prix de référence, il n'existe qu'il y a possibilité de comparer ce que vous faites par rapport à d'autres produits. Donc si ce que vous faites comme produit est tellement innovant qu'on ne peut pas le comparer aux autres produits du marché, dans l'esprit du client, il n'y aura pas de prix de référence. Et forcément, vous allez vous imposer à lui. Et voilà l'intérêt des innovations. Et les innovations qu'on a l'habitude de dire en marketing, ça permet de restaurer la marge et ça permet de défendre la marge. C'est un élément essentiel. Un autre élément aussi de la démarche, pour rappel, on a déjà l'objectif, on sait ce qu'on veut faire, haut de gamme, bas de gamme. On a déjà analysé les coûts, on a déjà analysé la demande. On passe à un élément essentiel, c'est l'analyse de la concurrence. Et dans l'analyse de la concurrence, c'est une façon très simple de dire, on va aller voir quel est le produit, quels sont les produits que les concurrents font, quelles sont leurs caractéristiques, quels sont les prix qui sont affiliés à chaque produit que le concurrent propose. Pour voir maintenant si on doit se mettre au-dessus du concurrent, en dessous du concurrent ou sur le même niveau que le concurrent. Donc, forcément, le concurrent, il faudrait qu'on apprenne à le connaître. Là aussi, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'en analysant le concurrent, il faut revenir sur ce qu'on appelle le groupe stratégique. Parce que la concurrence, c'est quelque chose d'assez vaste. Même si on sait qu'il y a les 5 forces de porteurs, c'est qu'une école comme CESAC, on ne peut pas le comparer à une école qui fait du BTS. Même si au CESAC, il y a des deuxièmes années. Parce que CESAC et cette école-là ne sont pas dans le même groupe stratégique. Donc lorsque vous analysez votre concurrence, il ne sert à rien d'aller vous comparer à des concurrents qui sont 400 fois plus puissants que vous. Vous devez identifier votre groupe stratégique. Votre groupe stratégique, c'est quoi? C'est toutes les entreprises pour lesquelles vous êtes à peu près identiques en termes de taille, en termes de structure, en termes de puissance, etc. Il ne sert à rien de se comparer. Donc ça, c'est un élément que je voulais préciser. Un autre élément aussi qu'il faut analyser dans la démarche, donc si on a une idée de l'objectif, des coûts, de la demande bien sûr, on comprend le concurrent, on connaît le concurrent, on a une idée de ses prix, on a une idée des caractéristiques de ses produits, on a déjà catégorisé en termes de valeur, donc rapport qualité-prix. On va passer maintenant à la stratégie. Et dans la stratégie, on va faire quelque chose de très simple. Comme je l'ai dit, en marketing, il n'y a que 4 stratégies. Il y a ce qu'on appelle la stratégie de pénétration. On l'utilise lorsqu'on veut récupérer très rapidement des clients sur des marchés où des clients sont plus sensibles à des prix bas. Je prends l'exemple des lessives que j'ai pris tout à l'heure. Il y a des produits pour lesquels les clients réagissent rapidement à des prix bas. Et pour ce genre de produit, il est préférable de commencer par des prix inférieurs à la moyenne des prix des concurrents. Mais si vous le faites, prenez conscience que vous aurez une marge très faible, et c'est normal. Mais ce qui va vous faire gagner de l'argent, c'est le volume que vous allez faire sur le long terme. Autre importance aussi, ça vous permet de récupérer facilement des clients.
Un autre élément essentiel comme stratégie, il y a ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la dernière fois, lorsqu'on parle d'écrémage, c'est parce qu'on commence par un prix élevé. Et c'est une façon de donner un signal au client en lui disant « Fais attention, je ne suis pas comme les autres. J'ai passé tout mon temps à faire de la recherche, j'ai une innovation. Il faut que tu comprennes que mon produit, s'il a ce prix-là, c'est parce qu'il a des caractéristiques que les autres n'ont pas. Et c'est un signal qu'on lui renvoie. Et parfois, on le soutient par tous les éléments du marketing mix, à savoir la communication, la distribution, pour que le client puisse sentir que le produit a de la valeur. Mais l'intérêt avec cette démarche, c'est que les marges vont être élevées, mais les volumes de vente vont être très faibles. Il y a ce qu'on appelle l'alignement. Il y a des produits pour lesquels, si vous faites de la pénétration ou vous faites de l'écrémage, vous touchez la perception du client. Je prends l'exemple des bouillons. Si vous venez au Sénégal, vous dites bouillon 50 francs. Mais dans l'esprit du client, c'est quelque chose qu'il ne va pas accepter. Parce que dans le subconscient du client, bouillon rime avec 25 et 30. Donc vous n'avez aucun intérêt à pénétrer un marché pareil en faisant de l'écrémage ou de l'alignement. Parce que non seulement vous n'avez pas les innovations pour ça, mais aussi la perception du client ne réagit pas favorablement à un écrémage ou à une pénétration. Mieux vaut faire de l'alignement et observer ce qu'on appelle un comportement du passager clandestin. Il y a ce qu'on appelle la stratégie des prix différenciés. La stratégie des prix différenciés, on en parle en marketing international, mais ça existe aussi en termes de marketing national, si je peux parler ainsi. C'est lorsqu'on différencie les prix en fonction des clients, en fonction de la quantité achetée. On fait de la discrimination, ça existe, en fonction de la fidélité du client. On lui fait des réductions, etc. Donc c'est une façon d'adapter le prix à un certain nombre de variables discriminatoires. Donc la fidélité, la quantité qu'il achète, etc. La prévision de la demande, la période, etc. etc. Dernier élément sur lequel je vais revenir pour permettre à tout un chacun maintenant de poser des questions, c'est qu'en marketing, comment fait-on pour influencer la perception du client? Comment fait-on pour vendre au client un produit sans qu'il se rende compte que derrière, il y a toute une réflexion, il y a toute une action qu'on a mis en place? Le premier exemple que je vais donner, c'est l'exemple des prix barrés, qui est l'exemple basique. Pourquoi lorsque vous allez sur Internet ou dans des boutiques, on vous met un produit, on met le prix, on barre l'ancien prix, on met le nouveau prix. C'est une façon de dire au client, vas-y, saute sur l'occasion. Et il est réactif à ça. Il se dit, waouh, c'est une occasion à ne pas rater. Et même si l'achat n'était pas programmé, ça peut le pousser à le faire. Donc c'est une technique qui est utilisée aussi pour influencer la perception du client. Il y a ce qu'on appelle les prix rompus et les prix magiques. Les prix magiques, c'est ce que vous voyez tout le temps dans les boutiques, c'est pour ceux qui vont à City Sport ou dans beaucoup de boutiques. C'est des prix avec des chiffres bizarres, 98, 99, qui se terminent par des 5. Parce qu'en marketing, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'un prix se termine comme ça, c'est une façon de dire au client, vas-y, c'est une promotion, c'est une occasion à ne pas rater. Et ça donne l'idée d'une promotion, même si ça ne l'est pas. Donc juste pour dire que c'est un élément aussi important, les prix magiques. Autre élément essentiel, c'est que lorsqu'on donne un prix comme 1995, le cerveau du client n'a pas le temps de retenir un prix pareil. Il va garder le prix rond le plus proche. Moi, par exemple, si vous proposez un produit en me disant 1998 ou 1399, dans mon cerveau, j'ai capté 1400. Et si je suis très généreux même, je peux aller jusqu'à 1500. Et pourtant, ce n'est pas le prix qu'on a fixé. Donc, ça veut dire que même si on a des évolutions du prix, par exemple, qui passent de 1395 à 1425, ça ne perturbera pas ta perception. Parce que dans ton cerveau, tu as déjà accepté un prix qu'on n'a pas encore fixé. Donc, juste des éléments sur lesquels on joue. Un autre élément aussi qu'on utilise dans le cadre de l'influence de la perception du client, c'est ce qu'on appelle la comparaison en partant de la gauche. C'est quoi la comparaison en partant de la gauche? C'est une technique assez simple. Et là, je donne un exemple. Imaginez que vous passez devant une boutique, vous voyez 92 000 et 78 000. 92 000 et 78 000. Tout le monde voit que le 92 000, il commence par un 9. Le 78 000 commence par un 7. Donc, si on vous montre une telle baisse, vous allez penser que cette baisse est beaucoup plus importante lorsqu'on vous dira entre 94 000 et 80 000. Mais tout le monde sait qu'entre 92 000 et 78 000, il y a une baisse de 14 000. Entre 94 000 et 80 000, il y a une baisse de 14 000. Mais dans la première solution que j'ai donnée, c'est qu'on a cet effet de perception parce que le cerveau, au primaire, c'était unité, dizaine, centaine, milliers. Donc lorsqu'on compare des chiffres, on part toujours de la gauche. Donc le client, lorsqu'il passe devant une boutique où il y a 92 000, 72 000, 92 000, 78 000, même s'il y a moins 14 000, il dira 9, 7.
ouh là, le prix a baissé. Alors que lorsqu'on met 94 000 et 80 000, il verra 9 et 8. Il sentira moins la perception de baisse. Donc, juste pour dire qu'aussi, ça, c'est des techniques qu'on utilise. Une autre technique qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la technique des prix réels. C'est quoi la technique des prix réels? Lorsque vous dites à un client, mon produit, il coûte 1313, le client va se dire, vous avez fait l'effort pour lui donner le prix le plus exact possible. Et lorsqu'il va négocier, il va négocier en enlevant des marges beaucoup plus faibles. Parce qu'il va être sensible à ça. Par contre, si vous lui dites que le produit coûte 1500, dans ses négociations, il peut faire des diminutions par 100, 1400, en disant vendez-moi ça à 1400. Mais si vous lui dites 1973, il va se dire, ah, ce gars-là, s'il me dit 1973, c'est parce qu'il a fait un calcul très juste. Donc, je n'ai pas intérêt à grignoter sur sa marge. Il sera beaucoup moins sensible, beaucoup moins pertinent dans la négociation. Donc, ça aussi, c'est une technique, on l'appelle la technique des prix justes aussi. Il y a une autre technique qu'on utilise, il y a ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Et l'effet d'ancrage, c'est quelque chose qui a été démontré en marketing de manière très simple. C'est que le cerveau, il est bizarre. Lorsque vous prenez, par exemple, deux groupes de clients que vous cachez dans deux chambres différentes, chaque groupe de clients, le même produit. Sur le premier, vous mettez 200. Sur le deuxième, vous mettez par exemple 5000. Et c'est le même produit. Vous sortez le premier groupe, vous dites quel est le prix que vous serez prêt à proposer. Vous allez voir que le premier groupe, il serait prêt à proposer, à négocier à partir de 100, 80, 200. Mais pour le deuxième groupe, auquel on a donné le même produit et pour lequel on a mis 5000, vous allez voir pour eux, la négociation va commencer à partir de 4000. Et cette technique-là, elle est utilisée surtout dans le milieu de la friperie. Par exemple, il m'arrive de me promener à Colobane. Et dans la négociation, je vois que les commerçants, bien qu'ils n'aient pas appris marketing, dans le premier prix qu'ils proposent, ils proposent un prix très élevé. Et en le faisant, ils te poussent à négocier à partir d'un seuil très élevé, pour ne pas descendre jusqu'à un certain niveau. On appelle l'effet d'ancrage. Et ça aussi, c'est une technique qui est utilisée pour influencer la perception du client du prix. Un autre élément utilisé pour influencer la perception, lorsque vous vendez une valeur subjective, il faut des éléments de preuve aussi. Ces éléments de preuve peuvent être sur l'emballage. Je prends juste un exemple simple. Vous prenez une bouteille d'eau minérale ou 3 bouteilles d'eau minérale avec des prix différents. Vous verrez que le responsable marketing dans son approche, il fera tout pour différencier, pour montrer que si tel produit a un prix plus élevé comparé à l'autre, c'est parce qu'il a des attributs peut-être associés, symboliques que les autres n'ont pas. Je prends l'exemple, il peut jouer sur la source en disant cette eau est de telle source. Et cette source-là va être un élément sur lequel il va communiquer dans le packaging. Un autre élément sur lequel il va jouer sur l'emballage, avec un emballage très innovant, qui va te faire croire que ce produit-là, et qui va créer cette relation de confiance lorsque tu vas l'acheter, et qui va te permettre de comprendre que cette valeur, c'est une valeur supplémentaire que tu achètes. Un autre élément aussi qui vient défendre le prix, ce sont les techniques de promotion. Donc il y a plusieurs techniques de promotion. On y reviendra plus tard parce que peut-être voilà, c'est un chapitre sur lequel, c'est un élément sur lequel peut-être voilà, il faudrait qu'on revienne globalement parce que c'est un élément essentiel. Un autre élément qui peut permettre d'influencer la perception que j'ai peut-être oublié, c'est voilà, un élément lié à la négociation. Et pourquoi la négociation est importante dans la défense du prix? Lorsque vous allez dans les boutiques, vous verrez qu'à chaque fois, on met une tierce personne sous forme de commercial pour communiquer et défendre le prix. Ce n'est pas fortuit. Parce que le produit, parfois aussi, il ne se défend pas tout seul. Il a besoin qu'on l'aide. Raison pour laquelle, dans les variables marketing qui influencent l'achat, nous, on a des éléments essentiels liés à ce qu'on appelle les variables de situation. Et dans les variables de situation, il y a l'image du point de vente, pour ne pas dire l'image de l'entreprise, mais aussi il y a la présence d'une personne tierce, qui peut être un commercial, et qui va utiliser plusieurs techniques pour influencer ta perception lors de l'achat. Parmi ces techniques de présentation du prix, on se réfère généralement au calcul qu'on a. Il y a ce qu'on appelle la technique de division. J'ai juste des techniques en passant. La technique de division, c'est quoi? C'est de dire, c'est de négocier avec un client et pour qu'il ne sente pas la perception peut-être du prix élevé qu'on lui propose, de lui dire, par exemple, pour ce produit-là, vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'il ne vous coûtera que, à supposer que ce soit une assurance, cette assurance vous coûtera que 500 francs tous les mois. Et dès que vous divisez la valeur de, c'est-à-dire que l'assurance va faire sur un an, ce sera une façon c'est-à-dire de renvoyer à quelque chose d'accessible pour le client. Et ça, c'est une approche qu'on utilise, en marketing, qu'on appelle la technique de la division. Il y a ce qu'on appelle aussi la technique de l'addition. La technique de l'addition, c'est de dire au client, attention, le prix, il est là.
Et en plus du produit que vous achetez, vous bénéficierez de tels avantages. Donc, ça rejoint un peu près, quelque sorte, ce qu'on appelle les techniques de promotion, avec des primes qu'on lui donne, des produits supplémentaires ou des avantages liés au contenant, etc. etc. OK? Aussi, une autre technique de présentation qui est utilisée, il y a ce qu'on appelle la technique de la relativité. Vous allez dans... Et ça aussi, les balles l'utilisent beaucoup. Si vous allez dans les marchés, on vous présente une chaussure que vous refusez d'acheter et le gars il vous dit, mais pour ce produit qu'on vous propose, vous n'êtes pas prêt à l'acheter à 1000 francs, alors que lorsque vous sortirez d'ici, avec ces 1000 francs, vous ferez tel ou tel. Et on va essayer de rapprocher la valeur du produit avec quelque chose que vous faites et peut-être qu'il y a moins de valeur que ce que vous voulez acheter. Donc ce sera une façon de vous influencer dans votre perception et de vous pousser à, c'est-à-dire à acheter. Donc ce qu'il faut retenir en grosso modo, c'est que la perception, c'est-à-dire, et la valeur délivrée au client, elle se défend. Maintenant, attirez votre attention sur une chose importante. C'est qu'en général, le positionnement de l'entreprise peut être différent du positionnement. C'est-à-dire, le positionnement de l'entreprise peut être différent de la valeur que le client va percevoir. C'est une façon de dire quoi? Lorsque vous faites un produit, ce n'est pas la valeur que vous lui donnez qui compte, mais c'est la valeur que le client lui donne qui compte. Et ça, c'est une chose essentielle. Donc, beaucoup tombent dans ces pièges-là. Ils ont un projet, ils ont un produit, ils sont séduits par le produit. Mais lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous pensez que vos clients sont séduits au même niveau que vous? Ils n'ont pas la possibilité de répondre. Et en marketing, c'est ça qui compte. C'est la valeur que le client perçoit. Ce n'est pas la valeur que vous délivrez, mais c'est la valeur qu'il perçoit. Et ça s'analyse à travers une carte perceptuelle. Peut-être qu'avec ce live-là, on n'aura pas la possibilité de revenir sur cette carte-là, mais c'est un élément essentiel aussi dans le positionnement de l'entreprise. Donc, terminer juste par dire que dans le positionnement de l'entreprise, tous les éléments sur lesquels on se base viennent appuyer la valeur qu'on va délivrer au client et justifier le prix. Je donne des exemples sur lesquels on va revenir plus tard peut-être. Le premier élément qui va permettre d'augmenter la valeur dérivée au client, c'est le produit en tant que tel. Donc lorsque vous avez un produit, misez sur les caractéristiques techniques, misez sur les caractéristiques du produit en général. La marque, c'est un élément essentiel. Le design, la couleur, le fait que le produit soit réparable, la conformité. À chaque fois que vous faites une communication, lorsque vous faites une promesse au client, que le client puisse retrouver ça dans le produit, c'est essentiel, ça va lui donner de la valeur. Un autre élément essentiel, c'est les services associés. Donc il faut raisonner de manière globale, intégrer les services associés, jouer sur peut-être les conseils, la formation, la garantie, la réparabilité, etc., etc. Jouer sur les compétences des ressources humaines. Et ça vient en amont lors du recrutement. C'est un élément qui vous permettra de délivrer de la valeur aussi. Donc, recruter des gens compétents, travailler avec les ressources humaines qu'il faut. Ça aussi, c'est essentiel. Un autre élément important aussi, c'est l'image de votre point de vente. Essayez de faire en sorte d'avoir une certaine image en jouant sur le décor, les couleurs. Parce que n'oubliez pas qu'en marketing, on passe par les organes de sens. Et les organes de sens, il faut savoir les toucher. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Revenir sur la culture, c'est un élément essentiel, c'est un élément qui vous donne de l'identité. Vous voyez par exemple des gens qui se disent, dans le quartier, il y a N personnes qui vendent du café Touba, mais ils préfèrent aller chez X pour l'acheter et faire X mètres plutôt que d'aller chez un autre. Parce que ce gars-là, dans la façon de faire le produit, il s'est fait une culture. Et cette culture-là lui donne de l'identité. Et on comprend pourquoi au niveau mondial, certains marchés, certains pays ont du mal à se les faire. Le marché du fromage, le marché du café. Parce que pour les tenants du marché, il y a une certaine culture dans la fabrication. Donc si vous êtes porteur de projet aussi, pour délivrer de la valeur, il vous faut une identité. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Et il faut travailler tous les éléments de votre positionnement. J'ai dit tous les éléments de votre positionnement. Le produit, les services associés, votre personnel, l'image de votre point de vente, les symboles, la culture, c'est autant d'éléments sur lesquels il faut travailler. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire sur le produit. Maintenant, peut-être de manière ramassée, parce qu'on n'a pas, voilà. C'est-à-dire c'est un live qui ne doit pas durer trop longtemps. Maintenant, s'il y a des questions, je les attends volontiers pour y répondre. Peut-être pour 5 minutes, voilà. Le temps de rendre l'antenne. Donc, Falumbo, je vous remercie. Donc, Docteur Bikenga Yavo, ma référence aussi est là. Je la remercie. Yama Samba Diop. Donc, j'attends des questions, s'il y en a, bien sûr. Donc, Khadija Toudien, je vous remercie aussi pour la présence et les encouragements. Donc, Ousmane Bara est là aussi, Massamba Diop.
Donc, je suis dispo hein, pour les questions. Si vous avez des questions, je reste dispo. Voilà, si on peut répondre à une, deux questions, 2 à 3 questions, surtout pour les porteurs de projets concernant leur stratégie prix. Monsieur Diaby, merci pour les encouragements. Donc, il y a une question sur le luxe. Donc, le marketing du luxe, comment on fait pour fixer le prix pour le luxe? J'ai l'habitude de dire que avec le luxe, c'est avec le luxe qu'on se rend compte de l'importance de la perception. Et la dernière fois, je disais à un de mes étudiants, le marketing, c'est une discipline très dangereuse. Pourquoi je le dis? Lorsque vous donnez un produit de luxe à quelqu'un qui est commercial et qui n'est pas bien préparé, vous verrez que dans la présentation pour le client, lorsqu'on lui demandera de présenter le produit au client, vous allez voir qu'il peut le tenir comme ça. Mais pour quelqu'un qui a fait du marketing, puisqu'il sait que c'est un produit de luxe, déjà dans la valeur délivrée au client lors même de la négociation, vous verrez qu'il mettra l'accent sur ça. Maintenant, je pose une question à savoir, entre les deux façons de tenir le produit, quel est le commercial qui valorise le produit le plus à la vente? Entre celui qui le tient comme ça et l'autre qui donne le produit au client comme ça, quels sont les deux qui valorisent le produit le plus? C'est celui qui est là sous cette position. Donc, juste pour dire que c'est un élément important. Donc, pour le choix du prix psychologique. Donc, pour le prix psychologique, c'est assez simple, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est deux questions qui sont posées en échantillon de clients potentiels qu'on a déjà identifiés. Ça peut être un panel de grossistes, ça peut être un panel de clients, donc particuliers, etc. pour le produit concerné. Et les deux questions sont les suivantes. Monsieur, pour le produit qu'on vous propose, quel est le prix pour un produit tel? On peut lui décrire le produit ou lui présenter même un échantillon du produit. Pour le produit qu'on vous propose, quel est le prix le plus élevé que vous serez accepté à payer? Et au-delà duquel, vous direz que ce produit-là, il est trop cher. Il va donner un prix. On va l'enregistrer. On lui propose une deuxième question. Monsieur, pour ce produit-là, si on devait vous le vendre, quel est le prix le plus bas pour lequel vous serez prêt à l'acheter, en dessous duquel vous direz que le produit-là, il est de mauvaise qualité? Parce que tout le monde sait qu'il y a une relation entre le prix et la perception de la qualité. Et là, il aura donné deux prix. Et ces prix vont permettre d'encadrer sa perception. Maintenant, lorsqu'on recueille les réponses pour un ensemble de clients dans l'échantillon, les réponses viennent de manière désordonnée. On va les classer dans un tableau où on va classer les prix par ordre croissant. Pour les questions 1, recueillir le nombre de personnes qui ont donné des réponses. Faire pareil pour les questions 2. Et on aura un tableau à 3 colonnes. On aura les prix rangés de manière croissante. Les réponses pour chaque question représentées par les deux autres colonnes. Maintenant, avec ces réponses-là, on va calculer des fréquences simples et des fréquences cumulées. Parce que ces réponses représentent des pourcentages pour lesquels le client n'est pas prêt à acheter. Et lorsqu'on aura les fréquences des réponses Q1 pour les questions Q1 et les fréquences pour les questions Q2, on va cumuler ces deux fréquences. Pour les prix élevés, on va calculer des fréquences cumulées croissantes, bien évidemment, parce qu'on veut l'encadrer vers le haut. Pour les réponses prix bas, on va calculer des fréquences cumulées décroissantes. Et ça va nous donner des nombres d'acheteurs non potentiels, des non-acheteurs potentiels. Donc, de non-acheteurs pour dire simple. Maintenant, si on a le pourcentage de non-acheteurs représentés par des gens qui n'achètent pas parce qu'ils supposent que le prix est trop bas, et d'autres qui n'achètent pas parce qu'ils supposent que le prix est trop élevé, si on prend 100% qui représente le marché global et qu'on enlève les deux pourcentages, le pourcentage qui reste représente le pourcentage d'acheteurs potentiels. Et ce pourcentage d'acheteurs potentiels, représenté sur une colonne, va nous permettre d'identifier le prix correspondant. À supposer qu'on trouve comme pourcentage d'acheteurs potentiels pour l'ensemble des prix 65% comme le pourcentage le plus élevé. On va le lier au prix correspondant pour voir à quel prix ça correspond. Et dès qu'on tombe sur ce prix, on va dire que ce prix-là est le prix le plus accepté par le nombre d'acheteurs potentiels par rapport à l'échantillon qu'on a. Donc si on devait vendre ce produit-là, qu'on sache que 65% des clients qu'on a rencontrés sont prêts à payer tel prix. Mais ce n'est pas le prix final. Ce ne sera pas le prix final du produit. Ça va juste aider à définir ce qu'on appelle la marge optimale qu'on peut faire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un produit à 100 francs, vous êtes conscient que vous êtes en face de clients qui sont prêts à payer 180. Donc vous pouvez vous dire psychologiquement que j'ai la possibilité de me définir une marge optimale jusqu'à 80.
Parce que le produit me coûte 100, mais le prix que les gens sont prêts à accepter est à 180. Donc je peux aller jusqu'à 80, potentiellement en termes de marge ou de manière optimale. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, un autre élément aussi sur lequel je veux revenir, et peut-être pour terminer par ça, c'est que dans le calcul du prix, on utilise des indicateurs, comme le taux de marque, le taux de marge et le coefficient multiplicateur. Juste rappeler l'utilisation de ces trois, ça sert à quoi? Donc, pour le produit, pour le taux de marque, un élément essentiel, c'est juste la marge, c'est-à-dire lorsqu'on prend le taux de marque, c'est la marge qu'on va réaliser sur le prix de vente. C'est un taux qui est plutôt utilisé par les distributeurs. Il sert à quoi? Lorsqu'un distributeur veut vendre un produit, en général, il a déjà une idée du prix auquel il va vendre. Pour se faire une marge, il va essayer de négocier le meilleur prix avec son fournisseur. Donc, il va se dire, quelle est la marge que je veux réaliser? Le produit, je veux le vendre à 1000 francs, mais je veux une marge de 200 francs sur chaque 1000 francs. Donc, il faut que j'aille négocier avec mon fournisseur de 800. Donc, lorsque vous fixez une marge par rapport au prix de vente, c'est pour aller négocier avec le fournisseur. Le meilleur prix que vous pouvez avoir pour obtenir cette marge-là. On appelle ça le taux de marque. Maintenant, lorsqu'on parle du taux de marge, c'est que le produit, il est déjà disponible. Il est entre les mains de celui qui veut vendre. Ce qui reste à faire, c'est juste à appliquer la marge. Donc, lorsque vous utilisez un taux de marge, c'est pour l'appliquer direct au client. Et en général, le taux de marque, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on l'utilise juste pour aller négocier. Bien que ça sert à calculer des prix de vente. Parce que lorsqu'on veut calculer un prix de vente avec un taux de marque, il est très possible de prendre le prix d'achat ou le coût de revient et de diviser par 1 moins taux de marque. Donc, en divisant par 1 moins taux de marque, on voit même que c'est plus pour trouver le prix d'achat que pour trouver le prix de vente. Alors que lorsqu'on parle du taux de marge, de manière assez simple, on prend juste le prix de vente. Pour calculer le prix de vente, on prend le prix d'achat et on multiplie par 1 plus taux de marge pour éviter de faire deux calculs supplémentaires. Il y a un autre élément sur lequel aussi je vais terminer, c'est l'utilisation du coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, nous en marketing, on l'utilise, c'est juste pour sauter les calculs intermédiaires. En comptabilité, vous allez voir quelqu'un calculer un prix de vente en disant TVA, marge unitaire, etc. Nous, en marketing, on saute toutes ces étapes. Et lorsque quelqu'un est dans les dispositions de vendre un produit, dès qu'on lui dit que le coefficient multiplicateur de tel produit est de 1,20, dès qu'il l'applique au coût de revient, il a son prix de vente TTC. Donc, il n'y a pas de calcul intermédiaire. Maintenant, quel est le lien entre le coefficient multiplicateur et le taux de marge? Lorsque quelqu'un vous dit que j'ai eu une marge de 20%, il faut comprendre que son coefficient multiplicateur hors taxe est de 1,20. Donc, si vous voulez trouver le prix de vente hors taxe, vous prenez juste le coût de revient, vous multipliez par 1,20 direct et ça vous donne le prix de vente hors taxe. Lorsque quelqu'un vous dit que je veux une marque de 20%, pour trouver son coefficient multiplicateur, vous prenez 1, vous divisez par 1 moins taux de marque. Donc, juste pour dire qu'il y a une similitude entre le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 plus taux de marge, il est aussi égal à 1 sur 1 moins taux de marque. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir de manière très simple, c'est que le coefficient multiplicateur, il permet de sauter les étapes et de passer direct du prix d'achat ou du coût de revient unitaire hors taxe au prix de vente TTC. Parce que nous, on n'a pas le temps d'aller faire des calculs intermédiaires alors que le client est là et on doit lui vendre le produit. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour le thème. Maintenant, je vois que... donc, le pouvoir d'achat, donc il y a M. Diop, des questions. Donc, pour le luxe, on travaille plus avec la perception et on travaille plus avec les valeurs subjectives comme je viens de le dire. Bien que le coût aussi est un élément important. Donc, on va travailler tous les éléments, mais l'accent sera beaucoup plus mis sur la perception. Sur la perception et la valeur subjective à travers la marque, la communication. Parce que retenez qu'en marketing, on est assez cohérent. Le produit, si on veut lui donner une image de haut de gamme, on lui met un prix élevé, mais ça ne s'arrête pas là. On va le défendre de par la distribution, de par son merchandising, sa façon de l'exposer. Pour ceux qui doivent le vendre, on va lui donner des techniques pour lui donner encore beaucoup plus de valeur. On va jouer sur les éléments associés, les éléments symboliques, le design, la couleur. Et pour terminer, on va venir concrétiser toute cette démarche cohérente par la communication. On ne mettra pas n'importe qui dans la communication. Et là, c'est les éléments qui vont venir appuyer le produit. Et raison pour laquelle en marketing, lorsqu'on parle du mix, on dit vraiment, c'est un ensemble d'actions cohérentes, mises en œuvre de manière cohérente. Cohérente, ça signifie quoi? Il n'y a pas une variable qui peut aller sans l'autre. Toutes les variables sont liées.
Donc apparemment, vous avez dit que la fonction commerciale est une responsabilité marketing. Non, c'est juste pour dire que faire du commerce et faire du marketing, tout le monde sait que ce n'est pas la même chose. Parce que je dis que lorsqu'on fait du marketing, le point de départ, c'est le désir. Et lorsqu'on est dans la stratégie commerciale, le produit, il est déjà là. Ce qu'on cherche à faire, c'est trouver les voies et moyens pour écouler le maximum de produits. Alors que nous, en marketing, on vient en amont. Avant même la fabrication du produit, on est là pour donner les conseils du point de vue du design, du point de vue du... Parce qu'on a identifié le désir et on s'est mis dans la peau du client. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la fixation du prix, on se rend compte de la dimension systémique de l'entreprise. Parce que l'analyse du coût n'épargne aucune fonction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans une entreprise, dire que je vais évaluer le coût de mon produit et ignorer les autres fonctions. La fonction logistique, la fonction RH, la fonction production. Donc tous ces éléments vont être analysés. Parce que ce qu'il nous faut, c'est le coût de revient unitaire qui sera calculé à partir du coût de revient total. Voilà la raison pour laquelle je dis le prix est une variable transversale. Parce qu'elle va faire agir toutes les fonctions de l'entreprise. Mais ce n'est pas pour dire que commercial et marketing, ce n'est pas la même chose, parce qu'on sait que les deux, sinon, voilà, il n'y aurait aucun intérêt à avoir un responsable marketing, un responsable commercial. Le responsable marketing, il est incontournable. Parce qu'on est dans un monde où les gens travaillent avec la perception. L'être humain, c'est un être avec des pulsions. Il réagit à des motivations hédonistes, oblatives, auto-expression. Il a une personnalité. Et tous ces éléments, on les utilise en marketing. Je prends l'exemple d'Aldo, qui est en centre-ville. Lorsque des gens vont à Aldo, ils sont prêts à payer un prix parce que ce prix-là, on l'a défendu en disant aux clients, chez nous, c'est des séries limitées. Dès qu'on te vend un produit, les autres ne pourront plus avoir accès au produit. C'est un nombre limité qu'on a fabriqué. Et pour les autres livraisons, ce sera d'autres produits qu'on va faire. Donc quelqu'un qui est à la quête d'une personnalité et qui est à la quête d'une identité dans sa consommation, lorsqu'il vient chez Aldo, il achète plus la valeur subjective que la valeur objective. Parce qu'il est à la recherche d'une identité. Et pour comprendre à tel point le client est complexe, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ça dans un autre live, il faudra un jour qu'on prenne le temps de revenir sur le comportement du client. Pour qu'on puisse comprendre que le client est un être à la fois rationnel et irrationnel. Il obéit à des pulsions, à une motivation. Il est mu par un certain nombre de choses. C'est un être social. Il est irrationnel. Parfois, il ne sait pas ce qu'il veut. Et nous, en marketing, c'est là où on a une discipline qui est extraordinaire. C'est qu'on travaille avec tout ça. Donc, je vois que, globalement, ok, donc Solène Boulard, ça fait un plaisir de te voir sur le live. Donc je vois qu'apparemment il n'y a pas de questions concernant le thème. Ok, juste pour dire que voilà, c'est toujours un plaisir de partager le peu qu'on sait. Et c'est une initiative à encourager. Et en espérant que peut-être qu'on aura à faire d'autres lives où on aura à parler surtout du client et de ses émotions. Parce que le marketing sensoriel est devenu incontournable. Le client, son profil est en train d'évoluer. Et la preuve, lorsque je parle à mes étudiants, je leur dis, qu'auraient imaginé qu'un jour les gens mettaient des perruques roses, des tatouages, des jeans déchirés qui portent les fous. Donc juste pour dire que le client, il est en train de se muter. Du point de vue des pulsions, du point de vue des émotions, du point de vue de son être, même psychosociologique. Et ça, c'est des éléments qu'il faudrait qu'on apprenne à analyser un jour et sur lesquels on va revenir peut-être dans d'autres lives. Donc je vous remercie d'avoir suivi le live et c'est toujours un plaisir de partager. À la prochaine fois.